efficace et d'utiliser les mécaniques de jeu. C'est pour ça que notre positionnement, c'est ce qu'on appelle le Smart Learning, Smart Gaming, et que nous proposons à tous nos clients, à travers nos produits, de faire l'expérience de l'émotion. Nos partenaires sont tous des partenaires experts, des professeurs, des sociétés savantes, des laboratoires de recherche, en France, en Europe et au Japon. Et enfin, la palette de médias que nous utilisons n'est pas uniquement la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, mais la bande dessinée, l'escape game, les mécaniques de jeu différentes, le dessin. Et c'est ce qui nous permet de mettre en valeur un contenu sérieux de façon la plus appropriée possible. Enfin, on entend souvent le learning by doing. Nous proposons plutôt le learning by experiencing. Donc la dernière fois, vous avez vu avec mes deux collègues de nombreux éléments, ce tour d'horizon. Je me suis permis de remettre quelques éléments en exergue, que c'était l'ingénierie pédagogique avant l'outil, qu'on utilisait les sciences cognitives pour être pertinent de façon pédagogique. On utilisait bien évidemment l'émotion, la motivation, et que c'était mon collègue donc Jérôme Leleu qui parlait de la pédagogie de la simulation. Et ce soir, ce que nous proposons pour l'exercice, c'est de vous proposer deux exemples d'application. Vous avez tous vu, je pense, ce cône dit d'Edgar Gale qui rappelle que dans les 5 premiers cas où d'un cours magistral à lire, entendre, voir et entendre, regarder la télévision, assister à une démonstration, on retient à peu près bien, entre 5 et 50%. C'est-à-dire que lorsque l'apprenant est dans la posture de passive, il retient moins bien. Et globalement, lorsque l'apprenant, vous le placez au centre du dispositif pédagogique, il est dans une posture active. Et ça n'a rien de surprenant si vous avez des enfants. Dès lors, vous échangez, vous discutez, vous débriefez, il se trompe, il recommence, il se trompe, il recommence, il simule, on vit une vraie expérience et là, tout de suite, il y a une meilleure. Et donc, on parle de courbe de l'oubli, parce que c'est bien de faire de la formation, mais lorsqu'on sort de la salle et qu'on oublie tout, il faut recommencer. Donc, le taux de rétention de l'information est pour nous le critère de qualité des formations. C'est ça qui aujourd'hui nous amène à toujours réfléchir en objectif pédagogique et en objectif pédagogique à long terme. Est-ce que le micro est bien? Est-ce que je ne parle pas trop loin? À la régie, on me dit OK. Très bien. Il y a 2 phrases que vous connaissez, aussi bien asiatiques qu'occidentales. On parle souvent de Confucius pour dire j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. D'une autre manière, ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant. Aristote. Donc c'est sur ces expressions connues de tous que nous avons bâti donc 2 produits que nous avons développés au cours de cette année. Un en réalité virtuelle, en français et très vite en anglais bientôt. Et l'autre, sécurité incendie, en réalité mixte. Et j'y viendrai un petit peu plus. Après chaque partie, je vous inviterai à poser vos questions, à échanger, de façon à ce qu'on puisse ne pas attendre la fin de la conférence pour que ça soit un petit peu interactif. Et je terminerai sur demain les dispositifs sur un échange et cela nous emmènera d'ici à peu près 30 à 40 minutes. La sécurité transfusionnelle, le public, ce sont les infirmières. C'est un dispositif que nous avons développé avec l'hôpital Foch en Île-de-France, dans le 92 près à Suresnes. Et plutôt que de parler, je vais vous montrer tout de suite le produit. Donc c'est un casque Oculus Quest sans fil, très important, sans manette, sans contrôleur, car nous avons eu beaucoup de personnes de 30, 40, 50 ans qui nous disaient non, je ne veux pas jouer aux jeux vidéo. Et donc là, juste mettre un casque et d'être dans une salle, ça a permis d'effacer, de gommer des barrières mentales, des barrières technologiques et d'être tout de suite dans une mise en situation.
Et la main, avec la main, on peut voir la psychomotricité des mains, le mouvement des doigts. On peut fermer le poignet, on peut prendre, saisir. Et c'est ce que je vous propose après en dessin. Donc, vous arrivez dans le casque. Vous avez un choix du scénario. Vous prenez le A, le B, le C. Je vous dirai après à quoi ça correspond. Vous avez un tutoriel. Vous lancez et hop, vous êtes dans la salle du patient. Alors, qui parmi vous sont des ceintures noires infirmiers? Que je sache tout de suite si je dis des bêtises qui pourra attirer. Bon, veuillez m'excuser, je n'ai pas fait les captures d'écran de tout, mais je vous ai illustré certaines parties pour que vous puissiez voir un petit peu et que mes propos soient appuyés par quelques images. Donc là, nous entrons dans la salle du patient. Vous voyez la table de soins, le Dynamap, la poche, et il y a une transfusion sanguine en cours. Et le thème, bien évidemment, vous l'aurez reconnu, c'est l'hémovigilance. On rentre, donc avec mes mains, je vais tout de suite prendre du gel hydroalcoolique pour bien me désinfecter les mains. Et j'arrive, j'appuie sur le doigt, et là, bonjour, je ne me sens pas très bien, j'ai des frissons. Ça, c'est le démarrage d'un incident transfusionnel. Et à ce moment-là, d'après la directrice des soins et toute l'équipe des cadres de santé avec qui nous avons travaillé sur le protocole, il s'agissait de savoir quelle partie du protocole il fallait qu'on mette en scène. Et donc, nous avons travaillé sur le démarrage de cet incident transfusionnel pour pouvoir illustrer et former les infirmières qui soit venaient pour une première fois, soit étaient en recyclage pour apprendre et réapprendre les bons gestes au bon moment, avec les bons produits éventuellement. Donc j'appelle, donc la personne ne veut pas, donc je vais faire comme si j'étais infirmier. J'appuie sur le bouton vert du Dynamap, pip pip, on entend le bruit, c'est comme si j'y étais. Je prends le thermomètre avec les mains, donc je vais me baisser, je me relève, j'approche du patient, je prends la température, je vois qu'il a 38,5, effectivement c'est un peu plus élevé. Je vois des réactions bien, non. Je clampe, j'espère que c'est... Je clampe immédiatement et je vais dans le bureau des cadres de santé pour prévenir le médecin. Lorsque je m'approche du téléphone, vous avez tout un tas de choix. Vous pouvez appeler l'accueil, vous pouvez appeler les collègues. Qu'est-ce que je fais ? Dans ce cas-là, la bonne réponse est d'appeler le médecin de service qui vous dit « arrêtez la transfusion ». Vous retournez dans la pièce du patient, dans la chambre du patient, vous mettez vos gants, vous arrêtez le robinet, vous mettez la bétadine sur la compresse et une fois que vous avez mis la poche de sang dans le sac qui est dédié, vous pouvez regarder éventuellement quelques informations, vous regardez la safety card et éventuellement aussi, vous regardez les informations très importantes pour renseigner les informations. Vous retournez dans votre salle, vous appelez le dépôt de délivrance pour dire que vous allez envoyer une poche de sang de la chambre de tel patient et bien évidemment vous rentrez dans le logiciel, donc vous faites la simulation de la main dans le vide, comme si vous preniez la souris, vous cliquez et là vous avez tout un tas de logiciels professionnels qui apparaissent, en l'occurrence ici c'est Blue Medi et une fois que vous avez cliqué, vous voyez apparaître à l'écran l'événement indésirable numéro tant est enregistré. Et c'est la fin de la simulation. Ça a pris à peu près 3-4 minutes, mais ça permet de se former en toute sécurité, sans mettre le patient en danger. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est ce que nous disait la directrice des soins et les cadres de santé, c'est d'enlever la charge mentale du stress de se tromper face aux autres collègues qui sont là en se trompant. Donc le retour d'expérience. C'est parti lorsqu'on a été sollicité. L'hôpital Foch a la chance d'avoir des chambres d'erreur, avait pratiqué et faisait des simulations dans des chambres d'erreur. C'est super, ça marche bien, mais il y a une sorte de lassitude qui se passait aussi bien du côté des apprenants et apprenantes,
parce que elles y allaient à 2 ou 3, elles savaient où il fallait regarder. Et du côté des formateurs, des cadres de santé, à chaque fois que quelqu'un passait, il fallait tout remettre à la pièce à chaque fois. Donc vous faites une formation le matin, ça va, vous en faites 5 dans la journée, vous en faites 20 dans la semaine. Lorsque vous avez 2500 salariés, employés, à l'hôpital, où vous avez 600 infirmières, c'est un gros volume. Alors que ici, elle souhaitait avoir un dispositif où on chausse le casque, on enlève le casque, tac, la salle est tout de suite remise à niveau. Il y a une lingette où on passe autour de l'écran, vous avez un petit masque de protection que vous pouvez mettre et avec vos lunettes, on chausse le casque et on démarre. Cet outil, la réalité virtuelle, n'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on commence à connaître. On mélangeait encore la 3D, la 4D. On voit dans les salons des jeux vidéo de la réalité virtuelle. Mais aujourd'hui, c'est en train d'infuser dans les milieux professionnels. Et je ne suis pas le seul acteur, nous sommes nombreux. En revanche, d'avoir ce type de casque, ce type de dispositif, sans les contrôleurs, comme on dit, sans les manettes, on est encore très peu nombreux parce que c'est beaucoup plus de travail pour que ça se passe bien. Mais le bénéfice utilisateur, le retour sur apprentissage est très très élevé. Et là où il y a des personnes, non, j'ai pas envie de la technologie, hop, on chausse le casque, on n'a pas besoin de mettre des contrôleurs appuyés. Tout de suite, on est dans la pièce. Et le plus parlant, ce sont les professeurs de médecine à qui on a fait tester. On leur disait pas qu'est-ce que c'était, ils mettaient le casque, moi j'arrête tout de suite, tac, 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 tac. Enfin, comme s'ils étaient dans la vraie vie. Ils ont levé, ils ont dit ouais, c'est super. Donc voilà notre retour d'expérience entre le wow effect où les utilisateurs, les infirmières ont dit c'est super, et surtout ça a entraîné, on n'avait pas anticipé cela, c'est que les infirmières et les infirmiers se passaient le mot « Ah, il faut que tu t'inscrives à la formation, c'est super ». Là où c'est toujours difficile d'aller chercher le personnel pour se former, parce que déjà dans son service c'est compliqué, la charge de travail est importante, et puis c'est encore une formation, il faut être assis ou on va écouter. Là, on a vu que c'était un appel d'air très important et la plus belle des réponses, c'est quoi que vous nous proposez la prochaine fois ? Voilà. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Je voulais juste faire un premier cas d'étude. Je prends vos questions. Oui. Alors, je crois qu'il faut qu'il y ait le micro. Exactement. Car moi, si je vous entends, merci, c'est pour les personnes qui sont... Bonsoir. Bonsoir. Du coup, on est dans une démarche d'apprentissage. Oui. Donc, on voit qu'il y a des étapes à valider pour que, là, on parle d'une transfusion, ça se passe bien, que les étapes soient respectées, etc. En cas d'erreur, est-ce que ça ramène l'apprenant à l'étape précédente ou quelle est la marge d'erreur dans cet exercice-là, en fait ? D'accord. Alors, je ne vous ai pas montré En tout cas, dans cette application-là, la directrice des soins n'a pas voulu sanctionner l'erreur. Elle a voulu que ça soit un apprentissage collectif, puisque la personne, c'est diffusé sur un écran. Il n'y a pas de « on revient en arrière ». La personne va jusqu'au bout. Il y a à la fin un petit tableau final, qu'est-ce qui a été fait et mal fait. Mais l'idée, c'était vraiment de s'entraîner, d'aller jusqu'au bout et d'en discuter ensemble. Il valait mieux qu'elle se trompe, d'après la directrice de soins, pour qu'on ne soit pas évalué. Je ne savais pas. Il y a une trouille, une peur de certaines personnes apprenantes, infirmières ou infirmiers, qui, lorsqu'ils vont en formation, sous le regard des pairs et sous le regard de la cadre de santé ou de la directrice, s'ils sont là, si c'est une mauvaise pointe, elles tremblent. Déjà, c'est difficile à prendre. Donc l'idée, c'était plutôt de répéter plusieurs fois et de dire, tu vois, là tu t'es trompé, là tu t'es trompé. Est-ce que tu veux recommencer ? Oui, pourquoi pas. Ou dans 5 minutes. Il suffit juste de cliquer. Il n'y a pas besoin de remettre la chambre. En tout cas, c'est le choix qu'ils ont fait de ne pas sanctionner avec une note. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Là, on est sur la transfusion. Est-ce que vous avez d'autres formules ? Et combien de temps ça vous prend d'en créer une nouvelle, par exemple, un nouveau jeu en réalité virtuelle ? Alors, la réalité virtuelle, selon la structure, vous mettrez entre 3 mois
6 mois, 9 mois à développer, pour vous donner une moyenne. Et encore une fois, mes collègues vont s'arracher les cheveux, ils vont dire « Ah bah tiens, c'est encore Alexandre qui donne une date sans avoir le cahier des charges ». Car ce qui prend du temps, c'est la conception. Le 22 septembre, on vous en a parlé, c'est l'ingénierie pédagogique. Là, dans ce cas précis, parce que j'avais des personnes en face embarquées, engagées, on l'a développé en 6 mois, tambour battant. C'est une grande prouesse. Le produit que je vous montre après, ça nous a pris 3 fois plus de temps. 18 mois parce que le formateur et le responsable avaient une idée de ce qu'on pouvait faire et puis il y avait aussi de l'envie. C'est comme quand vous faites une maison. Vous voyez votre maison se développer et tout d'un coup, vous avez de nouveaux besoins que vous n'aviez pas au début. Et donc, c'est toujours une négociation entre le cahier des charges, le budget temps, le budget argent. Et donc, c'est extrêmement difficile. Dans mon cas, chez Psycho Studio, on est une toute petite équipe d'une dizaine de personnes. On ne peut pas produire à grand volume. Je sais que j'ai des confrères qui développent en France, en Europe, Europe de l'Est, en Asie. Donc ce sont selon les entreprises, mais vous payez plus cher des structures de coûts. Donc nous, on a toujours abordé tous les dossiers avec la même méthodologie. C'est de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, quel est votre temps, car ça c'est ce qui coûte le plus cher, c'est votre temps. Si vous, monsieur, par exemple, vous êtes notre co-concepteur pédagogique, il va falloir qu'on s'impose dans votre agenda déjà bien chargé. Et ça, on a mesuré que si vous n'étiez pas engagé ou vous n'aviez pas des collègues avec vous sous votre direction pour nous aider à nous nourrir pédagogiquement, ça pouvait prendre du temps. Oui. Est-ce que vous avez un retour sur... Alors, est-ce que les gens qui ont fait la formation ont eu la possibilité de revenir pour voir si ça leur avait servi? Ou est-ce que vous avez eu un retour sur, par exemple, la diminution des accidents transfusionnels dans le centre hospitalier qui a demandé cette formation? Alors, d'après la directrice des soins, après, maintenant, on l'a déployé dans 3 établissements. Apparemment, il n'y avait pas d'incident. C'est plutôt la bonne nouvelle. Mais c'est plutôt en prévention où une infirmière qui était dans un autre service qui arrive a besoin de faire un recyclage où il y a l'enseignement pair à pair, mais de refaire une petite simulation permettait d'être plus assurée que lorsque l'incident arrivait, elle avait déjà vu le protocole. Et ça donnait une confiance entre personnes pour pouvoir travailler de façon sereine dans un service où la transfusion sanguine est pratiquée. J'enchaîne. Alors, j'allais proposer un verre, mais je vous propose un petit café. Et en fait, c'est un café virtuel. C'est ce que nous proposons dans le tutoriel, où pour appréhender, s'approprier l'outil, vous êtes face à une machine à café, vous appuyez Expresso par exemple, le gobelet tombe. Avec la main vide, vous venez saisir avec le casque le gobelet, comme si c'était vrai. Vous venez le poser sur la table où il y a un fantôme jaune là, qui est posé, posez-le là. Ça permet de voir, avec le bruit, toc, on voit qu'on l'a posé. Et nous pouvons aussi composer un téléphone pour décrocher, appeler un collègue. Et c'est ce qui permet en fait à l'apprenant, en 2 minutes, de voir qu'on peut bouger 1 mètre, 2 mètres autour de soi, de se baisser, de bouger. Là où au début, lorsqu'on n'a jamais fait de réalité virtuelle, on est un petit peu rigide. Et là, très vite, on comprend qu'on peut complètement habiter l'espace, s'approprier l'espace et être dans une pièce. Pour vous répondre à monsieur, donc, le deuxième produit que nous avons développé, cette fois-ci, c'est à destination de tous les employés d'un établissement de santé. C'est la sécurité incendie, qui, comme vous le savez, est obligatoire pour tout ERP, normalement, de le faire. Et j'ai cru comprendre que c'était pas facile à mettre en place. J'ai cru comprendre que lorsqu'on avait beaucoup d'espace, on pouvait faire venir un camion ou un bus pour 2 000 à 3 000 euros, par exemple, par jour, et qu'en une semaine, on pouvait passer du personnel, 200 personnes en moyenne. Le souci, c'est qu'il y a des personnels qui travaillent que la nuit,
il y en a qui travaillent que le week-end, et que ces personnels-là, c'était difficile. Donc il y a vraiment une difficulté à pouvoir former au moins une fois tous les 3 ans ce personnel. Et donc ce que nous avons proposé aujourd'hui, c'est un casque HTC Vive filaire avec, si vous voyez bien sur le casque, un petit boîtier qui reconnaît les mouvements, c'est le Leap Motion, où là aussi on travaille sans manette, et nous avons instrumenté 2 extincteurs vides. Un extincteur à gaz qui est au centre et sur votre droite, excusez-moi si je suis devant, et un extincteur à eau. Ce qui permet d'être devant une chambre où on voit de la fumée, de choisir en fonction du type de feu, de pouvoir prendre l'extincteur, percuter, dégoupiller et éteindre le feu de façon correcte avec la bonne posture. Donc là, vous arrivez dans la salle, vous voyez tout de suite la chambre 135, vous voyez de la fumée, le détecteur au-dessus de la chambre est allumé. Vous voyez, regardez à gauche, alors ça on me dit souvent que ça fait rêver parce que normalement, c'est là où je fais rire tout le monde, normalement il y a un petit peu plus de matériel, c'est un petit peu plus encombré. Et vous appuyez donc le DM, le déclencheur manuel immédiatement, puisque vous avez reçu une formation théorique une première fois. Vous appelez le PC sécurité, en l'occurrence ici le 2121. Et là, c'est le formateur qui est à côté de vous qui fait le PC sécurité, qui intervient, qui fait partie du dispositif de formation. PC sécurité, j'écoute. Écoutez, je suis devant la chambre 135. Je vois des petites fumées qui sortent de la chambre. Que dois-je faire ? Écoutez, on vous envoie les secours. Vérifiez qu'il n'y a personne dedans. S'il y a un extincteur, bien évidemment, vous essayez d'éteindre, sinon on arrive. Donc, en l'occurrence, je vérifie, parce que j'ai été très bien formé, la chaleur de la porte, en haut, au milieu, en bas. Là, c'est un peu tiède. Je vérifie non pas avec la main, mais avec le dos de la main, car vous savez que si c'est un incendie de cause électrique, vous êtes électrocuté, donc, alors que si c'est avec le dos de la main, il y a un mouvement réflexe et vous pouvez vous en sortir. C'est pour ça qu'on préconise toujours de mettre la main. Et c'est pour ça aussi que lorsque c'est vous, monsieur, est-ce que là c'est une erreur ou pas, c'est compté comme un bon point, et si c'est avec la main, c'est un geste d'erreur qui sera comptabilisé dans le tableau final de la checklist de toutes les bonnes actions. J'ouvre, j'ai demandé au préalable s'il y avait quelqu'un, j'ai crié, il n'y a personne. Je vois un feu naissant dans une poubelle. Je prends l'extincteur, je percute, je dégoupille, je me mets à genoux et j'éteins en direction de la poubelle. Et pendant au moins 8 à 10 secondes, c'est ce qu'on nous a demandé, je fais des petits cercles et j'éteins. Et on voit l'extincteur qui se vide au fur et à mesure, mais c'est le temps qu'il faut pour éteindre un feu naissant. Je referme la porte. Ça, c'est un hôpital, je ne peux pas dire où, mais qui a sauté sur l'occasion pour nous acheter la solution la semaine dernière. Et on avait 6 personnes. Là, c'était la responsable de formation qui s'amusait. Voilà, j'ai mis une photo parce que mes collègues m'ont dit de montrer quelques photos. J'ai refermé la porte. Je pose l'extincteur au sol, couché. J'appelle la sécurité pour dire que j'ai fini. Et je mets la main sur cette plaque pour signifier que j'ai terminé la simulation. La même situation avec un feu moyen. La porte est un peu plus chaude en haut. Au milieu, ça commence à être très chaud. En bas, c'est très chaud. Dès lors, la poignée n'est plus bleue, mais orange. Et là, alors, si j'ouvre, je vois que c'est plus important. Je ne peux pas éteindre. Je dois refermer. Je rappelle. Et en attendant les secours, je refroidis la porte. Je termine. Je vous le fais un petit peu bref, mais c'est la même chose. Cette fois-ci, c'est la même situation. Je ne sais pas si on arrive à voir. Il y a de la fumée qui sort de façon très importante en haut, de la fumée qui sort en bas. On entend le bruit du feu, hein, ça craquelle. Certains clients me demandaient est-ce qu'on peut avoir l'odeur. Enfin, vous voyez, ça suggère des choses. Pour l'instant, on n'y est pas, mais un jour peut-être. Dès lors,
Pareil, je mets la main, très chaud, très chaud, très chaud. Pareil, brûlant. Je vérifie s'il n'y a personne. Si jamais j'ouvre, c'est ça. Donc là, c'est pas bon. Mais si je n'ouvre pas, parce que c'est la procédure, je n'ouvre pas, je joue pas les héros, je rappelle et on me dira d'attendre, de partir ou de refroidir la porte pour pas que le feu se propage. Je termine la simulation. À la fin, là j'ai pris une capture d'écran, une des premières. Vous avez un score et c'est complété par des questions libres du formateur pour pouvoir adapter à la personne. Donc c'est tout simple, c'est plus 2 points, plus 3 points, plus 4 points. Il y a des choses qui sont importantes comme alerter, prévenir les secours, c'est fondamental. Après, si j'ai mis que 2 mains, c'est moins important. Par contre, si j'ai mis la main avec la paume, c'est comptabilisé, c'est plus pénalisant. Et ça permet on rentre le nom, on a la personne, et 3 ans plus tard, on peut revenir en disant écoutez, vous vous souvenez, vous avez eu 18 sur 37, et cela permet de se reformer et de refaire un parcours. Et tous les organismes de formation et les PC sécurité nous regardent avec plaisir, car là où il faut former par exemple 50 personnes, vous venez avec 20 extincteurs remplis d'eau. Vous pouvez faire la simulation extérieure, tant mieux s'il ne pleut pas, mais s'il pleut, vous ne pouvez pas. La photo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était dans une bibliothèque où on a poussé les tables au sous-sol. Et là, ça donne d'autres possibilités de former avec le lieu dont on dispose. Car la réalité virtuelle ou la réalité mixte, c'est-à-dire avec des objets connectés, physiques, réels, nécessite un espace au sol de 3 mètres par 3 mètres environ. On n'a pas besoin de plus grand. On n'a pas besoin de Wi-Fi, on a besoin de pouvoir placer les capteurs lorsque c'est du HTC Vive, sans capteur, et d'avoir à peu près une surface pour être en sécurité de 3 mètres par 3 mètres d'une surface dégagée. Et ça donne tout de suite des possibilités. C'est plutôt comme un peu le room service dans un hôtel. C'est l'information qui va dans le service, s'il y a une pièce qui est disponible. Et là, on peut former, quand vous avez un grand établissement, un grand hôpital comme le CHU de Poitiers, on peut déplacer la formation de façon à être au plus proche, sans désorganiser les services, et par 6, par 8, par 10 personnes, par session, par demi-journée, pour 1h30, on peut vraiment articuler. En tout cas, c'est le retour que nous avons des formateurs, où les formateurs sont vraiment heureux de pouvoir être soulagés, parce qu'ils parlent de concentration, il faut répéter les mêmes propos, alors que là, avec la réalité mixte ou la réalité virtuelle, on peut data tracker chaque geste qui aura été identifié, ce qui permet d'avoir un comptage factuel objectif sur lequel le formateur va pouvoir nourrir son débriefing avec l'apprenant. Et là, c'est pas tiens, un moment, j'ai un moment d'inattention parce que c'est jeudi, c'est la 4e journée, et pour l'apprenant qui est là, je suis passé quelques instants à côté. Là, c'est beaucoup plus concret et tout le monde peut y passer. C'est pour les organismes de formation la possibilité d'avoir que 2 extincteurs. On sauve un peu plus la planète parce qu'on ne vide pas les océans à remplir les extincteurs. Pour la sécurité incendie qui est vraiment obligatoire, mais on ne le rendait pas en plus fun. Donc aujourd'hui, en réalité virtuelle, il y a beaucoup d'organismes qui le proposent avec des manettes. Nous, ce que nous proposons, et le dispositif tel que vous le voyez, sauf erreur de notre part, pour l'instant, on est les seuls en Europe à l'avoir. Je discute avec une société au Japon qui souhaite avoir ce dispositif puisqu'on a décliné tout le protocole. Est-ce que vous avez des questions ou des échanges? Oui. Bonsoir, j'aurais juste voulu avoir une idée du coût à peu près d'une solution. Alors, le coût, plus on va aller, bah oui, c'est le plus important. Aujourd'hui,
Je vais essayer d'être objectif. Aujourd'hui, le coût sur la transfusion sanguine, l'hôpital Foch a mis une partie et surtout a contribué avec la force pédagogique et du personnel dédié. Mais la solution a coûté 80 000 € à peu près en 6 mois, ce qui est pour notre équipe un tour de force. Pour les plus grandes, parce que on y croyait. La sécurité incendie, c'est un peu plus de 300 à 400 000 €. Pourquoi ? Parce que ce que vous voyez là, c'est bien beau de rouler des mécaniques et d'annoncer qu'on est les seuls en Europe, mais c'est beaucoup de tests, de partenariats avec de nombreuses usines, des spécialistes de mécatronique, d'électronique. Quand vous percutez, il faut que ça touche un élément, un aimant, il faut que ça envoie un signal. Et il ne faut pas que ce signal soit faible, soit bon. Il faut que vous en fassiez 100, 500. Donc on en a fait beaucoup. Et c'est un budget important. Ce qui a été important, c'est de produire, de voir le formateur. Ah non, finalement je rajoute et ainsi de suite. C'est le fameux coup de je construis ma maison et j'ai d'autres idées qui viennent parce que je ne l'avais pas vu en vrai. Donc on est ravis d'avoir développé ça rapidement et aujourd'hui on a encore 2 ans de développement car on nous demande tout ce qui est entrepôt logistique, bien évidemment des bureaux, l'armoire électrique et d'avoir des scénarios différents pour les formateurs. Aujourd'hui, le serious game, comme vous avez connu il y a 15 ans, on disait au début c'était 200 000 €. Aujourd'hui, pour 15 à 20 000 €, on peut faire un serious game de petite durée. Ce qui coûte cher, c'est pas non plus le graphisme ou l'esthétique, c'est le temps et la conception du produit pédagogique que vous allez développer. Ça prend du temps et c'est un coût. Mais comptez environ 50, 100, 200, 300, ça dépendra des confrères. J'ai connu un projet de réalité virtuelle où vous clignez seulement des yeux. Donc ça, c'est pour moi pas de la réalité virtuelle, si vous êtes juste comme en mode cinéscopie et vous n'avez pas d'action sur le monde virtuel que vous voyez. Ça, c'était 30 ou 40 000 €, un confrère parisien pour la société, une grande société publique d'électricité, pour ne pas laisser sa clé USB, le mot de passe sur l'ordinateur. Voilà, c'était pour la sécurité informatique. Mais aujourd'hui, c'est coûteux. Et nous, notre posture, c'est toujours de dire, c'est quoi l'essentiel ? On n'est pas là pour venir vous prendre de l'argent. On est là pour rendre une expérience engageante, efficace, et que votre retour sur investissement, votre retour sur apprentissage soit très élevé. Oui. Je vous passe le micro. C'est des procédures en fait qui sont similaires partout en France, tout ça. Donc, alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen, là c'est les coûts de développement, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen c'est des produits maintenant Alors, je ne peux que souscrire à ce que vous dites, monsieur, car avant de développer, je suis allé voir la c'est vous qui allez me reprendre, je crois que c'est la fondation FMNH. Je suis allé voir, pour faire simple, je suis allé voir l'OPCA de tous les hôpitaux publics, je suis allé voir les assureurs, tout le monde. Merci, j'ai plus l'acronyme dans le bon sens, mais vous m'aurez compris. Pour moi, je pensais que je pouvais être financé par l'ARS. Je pensais que je pouvais être financé par la FMNH, par les assurances, par tout ça. Et tout le monde à chaque fois, ah c'est super. Bon on va faire un cahier des charges. On se revoit dans 3 mois. 1 an plus tard, toujours pas d'appel. Là, je suis face à moi, petite entreprise, qui au quotidien doit sortir des salaires pour des salariés qui sont très motivés, passionnés, et une structure administrative parfois publique, qui a une autre logique de temps, que je respecte, mais qui a une autre logique de temps. Pour tout vous dire, ces 2 produits viennent de sortir la semaine dernière. J'ai fait des tests, c'est pour ça que j'ai des retours d'expérience. Donc j'espère bien que grâce à vous tous, ceux qui me regardent, demain je vais pouvoir produire et qu'on dira « Tenez, monsieur Sabouret, Alexandre, venez, votre procédure c'est intéressant, on va le déployer pour toute une région, on va le déployer pour tout un secteur. » Car moi je n'ai pas vocation
à garder ma technologie que pour moi, c'est à la diffuser, à la partager et bien évidemment à gagner de l'argent pour pouvoir développer encore d'autres projets. Et demain, selon vous, quel serait... j'ai respecté le temps. Hein. Parfait, merci beaucoup Parfait. Alexandre. Alors selon vous, je ne sais pas si en ligne, en chat, il y aura des questions. C'est quoi la formation idéale, le type de produit de formation que vous verrez? Vous, demain, cadre de santé, qu'est-ce qui se... Donc vous avez entendu le blended learning, vous avez différents types de formats, le e-learning, le video learning, quelque chose ing. Mais quel serait le... Est-ce que vous avez des éléments de C'est réflexion? une vaste question, hein, personne ne s'est lancé, j'ai l'impression. Nous, on a quelques éléments de réponse. Ouais, aujourd'hui? Ouais. Oui, pour moi, la simulation numérique... Il marche pas, si? La simulation numérique est l'avenir de ce que je vois. Ça permet à tout le monde, avec des moyens, des locaux moindres, d'accéder à des locaux plus grands pour pouvoir s'entraîner sur une pratique ou une problématique. Bah, qu'on se comprenne bien, je ne suis pas ici pour faire la promotion de « Oh là là, tout ce qui était avant, c'était nul. Et aujourd'hui, il y a la réalité virtuelle, la réalité mixte, la réalité augmentée, c'est génial. » Je dis juste que c'est un moyen complémentaire, supplémentaire, qui est mis à la disposition des pédagogues, des concepteurs. Je vous ai parlé de bande dessinée. Nous avons travaillé ici avec l'Espace Mendes France, qui est le centre de culture scientifique et d'industrie, des techniques et des industries. L'enjeu pour eux, c'était par exemple sur la planète Mars, de rendre interactif, de faire apprendre sans que les gens le sachent. Donc on a créé un dispositif mobile qui a bougé dans toute la Nouvelle-Aquitaine, où il y avait des kakémonos de 4 mètres par 3 mètres. On avait une flight case, on ouvrait, et un peu comme si vous étiez sur une base de station d'urgence, il fallait piloter un rover avec un casque réalité virtuelle, un joystick, comprendre, un peu en mode escape game. Donc ce dispositif a circulé toute cette année à Angoulême, à Saintes, à Cognac, à Bordeaux. Et tout d'un coup, au lieu d'aller visiter une exposition, c'était je vais aller vivre une exposition. C'est même plus une exposition, je vais aller vivre une expérience. Pareil pour l'exposition sur les abeilles, sur les insectes. Ce lieu qui est très actif, qui anime sur tout le territoire et à Poitiers est connu, avait une petite faiblesse pour attirer les 18-30 ans. Et bien, qu'à cela ne tienne, nous avons fait pour les insectes un escape game il y a 4 ans. C'était le premier escape game éducatif sur la dernière reine, la dernière reine des abeilles en 2042 où il y avait un meurtre. Et là, 5-6 personnes, il fallait résoudre l'énigme. Ben, les gens venaient de Châtellerault, de Niort. Le fait qu'on passe 5 secondes à la télévision, ça a attiré encore plus de monde. Voilà comment c'était pour nous le meilleur moyen et on a réussi à attirer aussi bien des 3 générations, le grand-père, le père et le fils, que des amis de 25-30 ans qui étaient venus. Donc pour nous, la formation, elle est simple. Je l'ai dit au début, nous essayons de mettre tout en scène, toute notre énergie. Mes associés ont des formations différentes, ce sont des docteurs en informatique, des experts en direction artistique. Et pour nous, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est de proposer des expériences pertinentes, mémorables, ce qu'on appelle de UX design, l'expérience utilisateur, est-ce que c'était mémorable? L'expérience engageante, est-ce que j'ai retenu et je m'engage? Et surtout, si vous êtes côté établissement, côté formateur, est-ce qu'elle a été efficace? Est-ce que c'était efficient? Pour que la formation soit, un mot qu'on utilise un peu de l'anglais, impactante. Et pour cela, c'est une alchimie de storyboard,
de contenu, d'émotion, dans le jeu vidéo, on parle de level design, d'équilibre entre la direction, la technicité, pour qu'au final, lorsqu'on chausse le casque et on rentre dans la simulation, ça soit naturel. Et tout le travail que nous faisons, c'est d'avoir le meilleur équilibre pour atteindre l'objectif. Je vous remercie de votre attention. Comme j'ai passé 18 ans au Japon et que c'est ma langue maternelle, je vous donne ce petit mot, une rencontre, une chance, Ichigo Ichie, et je vous dis à bientôt. Et vous pouvez vraiment l'applaudir. Merci beaucoup Alexandre pour cette superbe présentation. Vous l'avez vu ce soir, on est rentré maintenant vraiment en mode atelier avec beaucoup plus d'exemples pratiques, de questions-réponses. On va vous proposer un deuxième atelier de ce type le 24 novembre prochain, cette fois-ci sur le thème des objets connectés, toujours à 18h. On l'espère toujours en hybride, à Cobalt et en ligne. On verra comment les conditions sanitaires vont évoluer d'ici là. En attendant, très très bonne soirée à tous. Le réseau SPN et l'Institut de formation des cadres de santé du CHU de Poitiers ont été très heureux de pouvoir proposer cette nouvelle soirée. Et restez connectés sur notre site pour découvrir les prochains événements. Encore merci Alexandre et bonne soirée à tous. Bonne soirée.